où est-ce qu'il me dit que je suis enregistré? Alors, a priori, ah voilà, c'est bon. Vous enregistrez, impeccable. Bon, eh ben, bienvenue à tous alors pour cette nouvelle session Coach Corner, septième du nom. Alors, ce que je vais peut-être faire dans un premier temps, c'est vous partager euh, la présentation PowerPoint que je vais ouvrir à l'instant. Diaporama, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc là, logiquement, vous devriez avoir là, voilà, ma présentation. Ça va arriver, hein. Ça va arriver. Bon, puis même si vous l'avez pas, c'est pas très très grave. Ça finira bien par arriver à un moment ou à un autre. Ok. Donc le thème de la journée, c'est vraiment axé sur le haut niveau, les équipes de France et quel parcours on peut amener à être à faire en accompagnant un jeune qui voudrait, qui est intéressé par le haut niveau et qui aurait envie eh bien de tenter l'aventure et puis d'aller chercher sa place en équipe de France. Alors, pour ce faire, je suis bien accompagné puisque je vais vous présenter dans quelques instants mon invité exceptionnel. Mais en attendant, je vais vous faire un petit peu le programme, le sommaire de notre heure d'échange. Alors, on va partir sur un thème, enfin sur la philosophie du haut niveau pour nous en France et surtout pour mon invité qui est fraîchement responsable de la haute performance en France, fraîchement élu, enfin désigné. Ensuite, on abordera le comment du pourquoi, hein, comment se positionner lorsqu'on est entraîneur et qu'on a un athlète et puis qu'on a un athlète qui est engagé sur un stage d'équipe de France ou engagé sur un championnat en équipe de France. Donc, quelle est la posture qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut collaborer, les choses à savoir, peut-être les choses à éviter. Ensuite, on ira sur les dispositifs qui sont mis en place par la fédération pour accéder au plus haut niveau, donc des plus petits aux plus grands. Et puis, si on a le temps, on pourra aussi terminer, si ça vous dit, en parlant un petit peu du déroulé d'une saison pour un skieur qui serait amené à s'engager sur une saison et qui serait engagé à être en équipe de France. Voilà. Je ne sais pas si vous avez ma présentation, j'ai pas l'impression. Hein. C'est pas grave. Ça n'apparaît pas, non. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, j'avais fait un beau truc. Ça arrivera peut-être tout à l'heure. C'est pas grave. Bon alors, justement, je vais vous présenter l'invité exceptionnel avec qui je vais animer cette heure de Coach Corner. Il s'agit bien sûr, vous l'avez probablement tous reconnu, c'est Sébastien Cans. Hein. Alors Sébastien Cans, bien sûr, pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est avant tout un excellent skieur qui a été de nombreuses fois médaillé, un nombre important d'années en équipe de France, hein, des plus petits aux plus grands. C'est vraiment un technicien, quelqu'un de terrain qui est passé par la formation des BE, BE1, BE2, pour ensuite, comme moi, passer un professorat pour travailler au ministère et puis plus particulièrement avec la fédération. Pour aider justement les jeunes et les moins jeunes à avancer dans ce sport et à atteindre le plus haut niveau. Et il est donc depuis l'année dernière responsable de la haute performance pour la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Et c'est un job qui est compliqué puisque c'est la première fois qu'il est que quelqu'un est amené à gérer à la fois le ski nautique et le wakeboard ensemble. Alors, ça lui donne une vision probablement très générale et plutôt pas mal de ce qui se passe en France, mais c'est très compliqué en termes de temps et en termes de relations, puisqu'il est seul à animer ça. Et je pense que c'est pas forcément facile pour lui tous les jours. Mais je vais pas parler plus longtemps, je vais le laisser un peu s'exprimer. Et Seb, je vais te donner la main et puis tu vas nous raconter un peu ce que tu penses toi, fraîchement arrivé comme ça, parce que même si on a bossé pendant quelques années ensemble, tu as tes idées, et puis j'aimerais un peu avoir ton avis sur ce que tu penses, voilà, du haut niveau en France et vers quoi tu aimerais peut-être le voir évoluer.
Ok, ben déjà te remercier pour l'invitation et surtout pour l'initiative. Voilà, dans le contexte actuel, quand on aime le sport, on aime avant tout le terrain. On aime pratiquer, on aime faire des rencontres, on aime échanger. Donc ça nous manque à tous. Donc je pense que non seulement c'est une bonne initiative, mais c'est quelque chose qu'il faudra garder pour l'avenir parce que l'idée, une fois de plus, moi, ce que j'aime avant tout, c'est de partager, d'échanger. Après, certes, j'ai un cadre de travail qui m'impose à une synthèse, de défendre des idées que j'assume et j'essaie de trouver un petit peu ce qui correspond à la première question que tu m'avais posée quand on a parlé de ce coach corner, qui était un peu l'état d'esprit de nos disciplines de haut niveau en France. Voilà. Je vais faire un petit cocorico. Non seulement on a la chance d'être français et dans nos disciplines parce que les résultats sont plutôt bons. On est quand même une nation dominante en Europe, voire mondiale, historiquement avec le ski. On l'a vu récemment en TK parce qu'ils ont non seulement gagné par équipe, mais il y avait des bons résultats individuels. Voilà. Et puis, il faut pas oublier le wakeboard bateau, qui est une discipline aussi reconnue de haut niveau, avec certes des effectifs plus réduits, mais quand même un potentiel. Voilà. Bon, je vais pas vous faire un discours. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'échanger. Pourquoi pas partager une expérience, un point de vue. Par définition, je suis pas tellement quelqu'un qui aime parler de ce que j'ai fait ou autre, mais je te remercie pour avoir retracé le parcours que l'on a tous les deux, Christophe, puisque il est assez similaire, avoir fait 15 ans en équipe de France Open, c'est pas rien, et depuis maintenant 15 ans aussi, donc ça fait 30 ans de vie commune. On partage le même métier, et j'ai conscience aussi de ton héritage et de tout ce que tu as pu faire, surtout dans l'état d'esprit, qui est vraiment cette idée de partage, d'échange, voilà, dont chacun peut se nourrir et avancer. Bon, voilà. Définir nos disciplines comme ça sur un cadre général sans être très scolaire, c'est compliqué, mais je crois qu'il faut pas qu'on oublie que ce soit avant tout des sports de glisse. La glisse, c'est aussi un état d'esprit. Ce sont des sports individuels, c'est vrai, mais si on est là aussi ce soir, dans ce que l'on cherche à faire tous les jours, c'est aussi pour partager avec un collectif. Et de toute façon, ils font pas de la course à pied, quoi. Ils mettent pas une paire de baskets et des écouteurs pour pouvoir s'entraîner et courir un marathon tout seul. Tous ceux qui sont derrière un bateau, quelle que soit la planche qu'ils ont au pied, un ski, un wake, ils sont tributaires d'un pilote. D'un coach éventuellement. Et je pense que ce rapport aussi existe pour les riders TK, avec l'OP notamment. Voilà, donc si il fallait avoir une espèce de point de vue, de positionnement, malgré le sport individuel, je pense qu'on peut dire qu'on a un entraînement collectif. Ça n'empêche pas certains de choisir de s'isoler, de faire leur truc dans leur coin. Moi, j'ai rien contre, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Et je pense que c'est pas l'objet ce soir. La preuve dans votre démarche, vous qui êtes entraîneur, encadrant, parent, c'est d'échanger parce que ça fait grandir tout le monde et c'est comme ça que les choses pourront certainement avancer. Voilà. Juste pour recentrer par rapport au thème de ce soir, voilà, on parle de l'accès à la compétition. Donc, on va principalement parler des enfants. Enfants, c'est assez vague, mais pré-ado, ado. Ça n'empêche pas que dans certaines disciplines à maturité plus tardive, il y ait des jeunes adultes, voilà, qui arrivent un peu sur le tard, pourquoi pas. Mais ce sont quand même des disciplines où les qualités physiques un peu acrobatiques pour les figures, le wakeboard, voilà, ces qualités physiques qui sont propres aux jeunes. Et en plus, l'évolution de nos disciplines, on en reparlera, montre que on arrive avec des jeunes qui sont très tôt très performants, plutôt à maturité précoce, et peut-être même que l'évolution va amener à des carrières plus courtes que par rapport à ce qu'on a pu connaître. Voilà. Donc là, je vais un peu m'enfiler ma casquette boulot, mais aussi parent. Je dis, j'aime pas trop parler de moi, de ma vie perso, mais je suis aussi parent d'une petite fille qui va avoir 8 ans. Et je pense qu'il faut aussi avoir conscience que cet accès à la compétition, parfois, il est dangereux parce que pousser les gamins, bon, c'est non seulement prendre des risques sur le plan physique, donc
ce qu'on appelle intégrité physique, mais aussi morale. Et puis c'est une vision court-termiste qui moi me dérange parce que il y a rien de pire que de voir un gamin baisser les bras quand il arrive en junior parce que la marche est un peu plus haute, et surtout après pour l'accès chez les grands qui font rêver les plus petits parce qu'il y a un écœurement, parce qu'il y a des problèmes physiques. Voilà. Après, je suis pas là pour donner des leçons. J'ai conscience que il faut qu'ils fassent des performances. Nous, les premiers, quand il faut que on puisse proposer une équipe pour partir sur un championnat, il faut des résultats. Et les gamins le savent. Voilà. Mais dans l'idée de ce que tu as voulu mettre en place, Christophe, j'ai participé la dernière fois à la session, notamment sur l'accès au wakeboard. Je partage cette idée que il faut vraiment garder le côté ludique, le côté échange. Voilà, ça sont avant tout avant d'être des sportifs, ce sont des individus. Voilà, je pense que ce sont des gamins qui rêvent en voyant les plus grands, et ça c'est important. Il faut qu'on le garde. Hein, c'est primordial. On se souvient tous, si on a fait une compétition, du premier moment où on a cette médaille, cette coupe, la petite photo qu'on a à la maison. Je pense qu'il y a une fierté. Quand on est enfant, on le réalise pas trop, mais de voir dans l'œil de ses parents qu'on existe différemment. Et je pense qu'on reparlera de l'encadrement et notamment du positionnement des parents. Voilà. Pour autant, je pense qu'on a la chance de faire des disciplines assez exceptionnelles, notamment ce côté glisse. Pour le bateau, ça reste un sport mécanique, donc c'est aussi des contraintes, notamment de coûts, de matériel. Voilà, c'est peut-être un peu moins en TK, mais ça existe aussi. C'est ce qui fait que nos disciplines évoluent, et je pense que c'est là qu'il faut qu'on intervienne, nous, spécialement avec Christophe, parce que c'est notre boulot et c'est ce qu'on nous demande, de trouver des solutions pour aider les jeunes. Et moi, j'ai avant tout envie de vous dire, le meilleur parcours possible, c'est avant tout que l'enfant soit un sportif, parce que s'il fait de la PlayStation 6 mois par an, il y a moins de chances qu'il soit performant sur les skis, donc il faut que ce soit avant tout un sportif. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre et le dire à la maison, et optimiser vraiment le temps en dehors de l'eau, et faire comprendre, même s'ils sont jeunes, que ce temps passé sur l'eau, il est un peu exceptionnel. Et malgré tout, pour vous les coachs, on pourra en discuter. Hein, j'ai conscience des échéances, faire une performance pour aller au championnat de France et ainsi de suite. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut attaquer, mais ne pas oublier que garder cette part de lui sur l'eau. On fait un sport d'extérieur. On a imaginé des choses quand on va à l'entraînement un jour, les conditions sont pas très bonnes. Ben voilà, l'intelligence de l'entraîneur, c'est fixer un défi. Tiens, ouais, il y a du vent, bon, on skie pas. Si, on va essayer d'aller sur l'eau, mais on va faire un petit jeu différemment. Et je pense que c'est là qu'on apprend. Parce que ce qui m'inquiète, c'est le risque de formatage qui existe aujourd'hui, avec des enfants que je vois très jeunes arriver avec du super matériel, qui veulent le dernier bateau, qui veulent le dernier truc, faire des trucs exceptionnels. Alors, certes, ils y arrivent, mais que je trouve dangereux. Donc, dans ce que j'ai envie de partager avec vous, je garde l'idée que le sport doit avant tout rester ludique avant de devenir quelque chose de compétition, voire de dangereux. Et après, charge à chacun d'accompagner et surtout communiquer pour voir arriver à sentir si le projet est partagé par l'enfant. Voilà, je te redonne la main, Didu. Merci Seb. Bah écoute, on va rester. Enfin, si ça. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau de la session là pour le moment, ou on enchaîne? Après, vous pourrez revenir dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai un petit truc à échanger, enfin à te demander. Il n'y a pas très longtemps, on parlait ensemble et à un moment donné, tu parlais de méritocratie. Alors, tu vois, et ça, ce terme-là, en moi, il résonne beaucoup dans la mesure où je pense que le sport, ça reste quand même un domaine où, à l'heure actuelle, si tu fais les efforts, tu mérites ce que tu as. Et moi, j'aimerais avoir un peu ta vision là-dessus, ton avis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire quelque chose vraiment? Et à quel niveau tu le situes? C'est-à-dire est-ce que ce serait plutôt la méritocratie dans l'effort ou plutôt dans les moyens? Enfin, voilà. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs,
activer le fil, on peut mettre des questions, elles resteront, on essaiera d'y répondre après. Il faut pas hésiter, quoi. Partager des points de vue, des questions, on essaiera d'y répondre. Alors, cette histoire de méritocratie, voilà, on n'a pas fait des études de lettres, mais c'est quelque chose qui vient d'une réunion qu'on a eue cet après-midi là, par rapport au contexte et aux dispositions. Et voilà, à un moment donné, c'est imaginer une équipe d'encadrement pour nos sportifs, qui est certes faite par des techniciens, par un encadrement médical, de kiné, de préparateur physique et ainsi de suite. Et à un moment donné, dans notre position à nous, c'est d'essayer de proposer des gens qui nous semblent logiques. Et la difficulté, tu la connais très bien, mais je pense que beaucoup en ont conscience, c'est que quand on travaille dans une fédération, il y a un cadre. Voilà, on peut faire le choix de ne pas travailler dans une fédération, d'être un privé, de faire ses entraînements avec son groupe. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, il y a certes les cadres techniques que nous sommes qui accompagnons sur les compétitions, mais malheureusement, pour des questions de moyens, et pas seulement financiers, mais humains, j'oublie pas que dans un passé récent, on est toujours 6-7, mais avec des missions différentes. Je pense notamment à des collègues qui sont partis à la retraite comme Christian Fézy, qui faisait du travail avec des jeunes, qui permettait de passer du temps sur l'eau, avec Marian Malaquin qui était sur un centre. On avait vraiment une structure voilà, où on pouvait faire du haut niveau, notamment toi Christophe. Et toutes ces ressources-là, elles s'amenuisent et ça devient compliqué. Donc il faut essayer de trouver des solutions. Et les solutions, elles vont venir, à mon avis, avec des intervenants ponctuels, avec des gens qui ont envie de s'investir dans le système. Moi, j'ai rien contre des entraîneurs qui choisissent de faire leur propre cuisine, ce qu'ils souhaitent dans leur coin. Voilà. Maintenant, on ne peut pas imaginer que des sportifs qui arrivent en équipe de France, notamment chez les jeunes, soient compétitifs si on n'a pas ce relais avec les entraîneurs. On parlera de stratégie, comme on l'a toujours fait, que ce soit avant des stages et surtout avant des championnats. On a toujours un contact avec un entraîneur pour avoir des infos et on essaie à la fin du championnat d'un retour. Et c'est de donner un petit bilan de ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et ça me semble important. Donc c'est toujours cette idée de partage et de faire vivre un groupe, quoi. Ce sera le seul moyen d'avancer parce que voilà, aujourd'hui la fédération, il y a un certain nombre de cadres. L'outil, on est en train de se doter d'un outil pour le câble et c'est tant mieux. Plein de raisons, formation, au niveau, tout ce que l'on veut. Mais sur le ski, on n'a pas notre propre structure. Et je vais vous dire mieux, même, on n'a pas vocation à entraîner. Parce que voilà, on n'a pas la structure et c'est pas ce que l'on nous demande. Alors, je vous l'avoue, 15 ans après mes débuts à la Fédé, j'avais un peu choisi ce métier dans l'intention d'entraîner. En fait, je ne l'ai jamais vraiment été, hormis quand j'étais un petit peu à Roquebrune, qui avait un sport-études, comme on appelait à l'époque, dont Marianne Malaquin avait la responsabilité. C'est une très belle expérience. Et hormis les championnats internationaux, où là, on devient un petit peu l'entraîneur remplaçant, le substitut, on va finir le travail qui a été entrepris par un entraîneur avec son sportif. Voilà. Et c'est quand même un peu particulier parce que pour moi, l'entraîneur, il entraîne au quotidien. Il est en contact avec son sportif. Ce n'est pas mon cas. L'autre avantage, que ce soit toi, Christophe, ou Franck Choquin, qui s'est longtemps occupé du wakeboard et qui est pas loin, c'est que le fait d'avoir jamais entraîné un sportif en particulier ou sur un site, c'est qu'on a su garder quand même cette impartialité, parce que la difficulté d'aller chercher des référents maintenant de terrain, c'est notamment pour les enfants de se dire oui, mais c'est l'entraîneur de machin. Non, mais il est là pour le groupe. Alors, redescendons sur terre, je pense qu'il y a des bonnes personnes aussi, même si c'est parfois un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir ce discernement. Et à partir du moment où ils sont dans un groupe, ils essaient de donner le meilleur à tous. Et c'est ce à quoi on est vigilant. Voilà une partie de notre travail qui est avant tout de la logistique et du management dans une équipe. C'est bien que tu abordes le sujet parce que moi, ça me fait rebondir sur une deuxième partie. Alors, pas encore sur la question de la position de l'entraîneur, mais toujours restant sur pourquoi des choses.
on fait une différence entre l'accompagnement des jeunes U14, U17, U21 en équipe de France et les Open. Est-ce que, est-ce que tu peux nous simplement parler un peu de ce qu'on a, ce que tu as en tête toi pour la suite? Est-ce que tu veux, tu vois, continuer à être plus dans la formation avec certains, plus dans la performance avec d'autres? Je sais pas. Est-ce que tu as réfléchi déjà ou j'imagine que oui. Oui, ouais, forcément. Alors sur l'aspect purement sportif, performance, de toute façon, aujourd'hui, on est tous passionnés de ce sport à travers la technique, l'évolution de la technique. Voilà, je pense qu'enfin, il y a une grosse sensibilisation qui est faite sur tout ce qui peut être la préparation mentale pour optimiser la performance, mais pas seulement, pour aussi être capable d'aider, d'accompagner l'athlète dans son équilibre et être plus performant. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'à la base, il y a quand même des qualités physiques qui sont nécessaires. Voilà, c'est quand même des disciplines de vitesse, voire un peu accro. Donc il y a des morphotypes qui correspondent et pas seulement. Donc ça questionne la spécialisation, vers quel âge, pour quelles raisons, on pourra en reparler. Mais plus généralement, ça questionne aussi l'état d'esprit. Voilà, nous, on voit ponctuellement les enfants parce que on parlera des dispositifs aussi si on a le temps. Ils arrivent avec un certain résultat. Voire même en championnat de France, ils ont un potentiel. Alors sur des disciplines normées comme le ski où on a des points, des mètres, des bouées, il y a des classements, c'est un peu plus facile à observer. Sur les disciplines un peu plus freestyle, c'est plus complexe parce que ils ont un classement par points, mais que l'on ne peut pas comparer d'un événement à un autre. Ils ont malgré tout une ranking. Maintenant, je vais vous mettre à l'aise par rapport à ça. Dans les choses qui cristallisent un petit peu l'attention sur notre rôle et notamment celui qui peut être de sélectionneur. On dit qu'il y a autant de sélectionneurs que d'habilitants sur le territoire parce que tout le monde a un avis, mais dans les trois quarts des cas, ça ne pose pas de problème. Les meilleurs, ils y sont. Après, c'est vrai que c'est des questions de choix, qui arrivent en forme. Voilà, mais d'un sportif chez les plus grands qui arrive en fin de carrière alors qu'un jeune arrive, c'est conditionné aussi par un résultat par équipe, et ça on peut en parler aussi. C'est conditionné par plein de choses. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, le jeune sportif, je pense qu'il a un état d'esprit. On a une culture française, notamment en ski nautique, une base sur les trois disciplines qui est très bien parce qu'elle est complémentaire. Après, avec l'adolescence, il y a des morphotypes qui se dégagent. À un moment donné, il faut pas se leurrer, quoi. Quand vous avez un jeune qui arrive, qui a poussé, qui fait 1m90, vous lui dites cet après-midi c'est corde au pied, bon ben déjà vous sentez que ça va être compliqué, quoi, parce que pour lui rien qu'à mettre le pied au bout de la ficelle, c'est complexe, ça ne peut pas marcher. Donc à un moment donné, il faut respecter les lois de la nature, j'ai envie de dire, et respecter l'état d'esprit des individus. Il y a eu, je pense que sans te lancer de fleurs du luche, je l'ai déjà dit, beaucoup d'efforts de fait par rapport au saut, parce qu'ils sont considérés que c'est une discipline à risque. En fait, non, c'est une discipline dont l'approche n'était pas bien faite, parce que par le saut, on entend pilotage de ski, toujours ces exercices ludiques et tout. Mais à la fin, s'il y a un gamin qui n'a pas envie que vous proposez dans un stage, je sais pas, une thématique saut pour l'après-midi, qu'il y en a un qui est caché sous la table, bon, ben ça sert à rien d'insister, quoi. Voilà. Donc après, en grandissant, ce qui fait gagner un sportif, de toute façon, ce sont ses points forts, quoi. OK pour cette formation globale, mais si on parle d'accès en équipe de France, à un moment donné, c'est quand même les résultats et les qualités individuelles, déjà physiques, voilà, mais qui correspondent à ce qu'a envie de faire le jeune. Et je pense que c'est un des rôles indispensables que l'on a, notamment vous, les entraîneurs, voilà, c'est de préserver ces jeunes athlètes parce que le raisonnement à court terme, il est pas très bon. Après, il manque des choses sur les bases techniques. Et puis, il y a un décrochage pour plein de raisons, hein, parfois scolaires, choix professionnels qui se respectent. Des problèmes physiques, ça c'est plus grave. C'est pour ça que c'est bien d'échanger là, de dire que notre approche doit changer là-dessus, avoir une approche sportive avant qu'elle soit spécifique. Voilà. Et puis voilà, après il y a un contexte aussi familial, même il faut pouvoir dire les choses. Il y a un contexte familial dans le sens économique de ce que ça représente. Les sites sont souvent éloignés du lieu d'habitation.
Donc c'est quasiment un choix de vie pour la famille. Voilà, les cellules familiales aussi, elles changent. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement dans les classes, il y a beaucoup de parents, parfois séparés. C'est l'activité d'un parent ou l'autre. Et ça, il faut pas le négliger. Je sais que vous le vivez au quotidien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement et que on doit nous faire passer un message et pouvoir échanger avec vous quand vous avez des difficultés sur la position que doit avoir un entraîneur, un encadrant, voire celle des parents qui est un peu plus complexe. Super. Ben, merci Seb. On va peut-être, je sais pas, à moins que quelqu'un ait des questions particulières sur ce point-là. S'il n'y a pas de questions particulières, on va peut-être passer au point suivant, qui est, voilà, comment est-ce qu'on se positionne quand on est entraîneur d'un athlète et qu'il est sélectionné pour la première fois sur un stage en équipe de France ou sur un championnat. Et alors là, bon, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, c'est pas toujours évident. Et on peut se retrouver devant des situations un petit peu loufoques, burlesques, tout ce que vous voulez, et même parfois compliquées. Et moi, j'aimerais entendre Seb un peu sur sa position par rapport aux parents donc ou aux entraîneurs qui accompagnent leurs enfants. Est-ce qu'on est toujours dans de la relation, dans la coopération? Voilà, comment est-ce que tu vois un peu l'histoire, Seb? Ok, ben on en a déjà parlé. Moi, je le vois à plusieurs niveaux. Ce que peut être un stage, le voir quand il y a une sélection, qu'on est sur un championnat international, à l'étranger, les enjeux et tout. Après, il faut aussi, dans ces différents niveaux, dissocier un entraîneur, un parent, chacun dans son rôle. Et parfois, ben, il y a collusion. Le parent est entraîneur, et c'est l'historique de toute façon d'un enfant. Pour un enfant, je pense que son premier entraîneur, c'est son parent, par mimétisme, voilà, par l'implication qu'il peut avoir. Et à la limite, la relation est, le positionnement est plus compliqué pour les parents que pour l'enfant. Après, ça se passe plus ou moins bien. Je peux avoir un avis. Maintenant, avant tout, un rôle de parent, c'est l'éducation. On est qu'éducateur sportif. Hein, on récupère des jeunes qui ont des valeurs, elles sont ce qu'ils sont. On définit un cadre, on essaie de faire comprendre à tout le monde que c'est un vivre ensemble. Quand il y a des stages, c'est surtout pour leur donner de l'information, leur dire voilà, les standards internationaux, ils sont là. Si tu es là, c'est que tu t'en rapproches. Oui, il y a beaucoup de pression sur des jeunes individus parce qu'ils ont envie d'en être et c'est respectable et c'est tant mieux qu'ils aient envie d'aller sur un championnat d'Europe pour vivre une aventure et surtout parce qu'ils sont arrivés échelon après échelon d'un niveau national, ils ont envie de connaître plus et d'approcher les grands qui les font rêver. Donc il faut vraiment non seulement être prudent, mais essayer de comprendre des jeunes enfants qui sont parfois timides, qui sortent de leur contexte familial et qui ont malgré tout la pression de mal faire. Et ça, il faut que ça change dans les mentalités. Donc, ce que tu fais sur la détection, ce que tu as défendu, Christophe, depuis de nombreuses années, quant à des stages, ce n'est pas fermé. De toute façon, les stages se font sur des lieux publics. Tout le monde est bienvenu. J'ai toujours vu accueillir des parents. Ça ne doit pas changer. Après, il y a l'intelligence situationnelle, si je puis dire, que certains savent se mettre en roté parce qu'ils veulent que leur enfant vive leur propre expérience, d'autres qui peuvent pas s'empêcher d'être omniprésents, euh, qui vont être sans arrêt en train de dire oui mais regarde, ainsi de suite, comment il faut faire, et il t'a dit, et à la fin c'est vraiment un problème, notamment quand on a les enfants en championnat, parce que oui, il y a cette peur d'échec, mais il faut expliquer que l'échec fait partie d'un parcours d'un sportif et que souvent on apprend plus des échecs que des réussites, à mon avis. Mais je pense qu'ils ont surtout peur du jugement des copains. Voilà, on a tous été jeunes, ados et ainsi de suite, mais surtout de la famille. Ils ont peur de décevoir. Et c'est triste de se retrouver sur un ponton avec un sportif. Il dit t'es là, mais c'est génial, c'est un objectif, tu le réalises. Maintenant, éclate-toi, et de sentir qu'il est pris par l'événement, par la pression, parce que encore plus maintenant, il y a des webcams, il sait qu'il y a tout le monde derrière et qu'il a peur de décevoir. Donc, je pense que ce qui est important dans notre démarche, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils le font pour eux très tôt. Et je
pense que l'âge n'a rien à voir avec l'intelligence de comprendre cette nécessaire autonomie qui de toute façon sera nécessaire à un moment ou à un autre, quoi. Voilà. Après, moi j'aime bien utiliser avec des enfants plutôt des métaphores. Alors sur la technique, c'est à travers l'animal, machin, quand ils sont petits, ainsi de suite. Mais essayer de les connaître, essayer de savoir quel sport ils aiment, voilà. Ça m'interpelle dans une activité sportive qui a réussi. Donc si c'est tennis, on dit ouais, mais Federer c'est quand même un super joueur. Ouais, Federer aujourd'hui il a plus d'entraîneur, sauf qu'il a une équipe d'encadrement qui compte 20 personnes. Lui dire à un moment donné, c'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas t'entourer. Papa et maman, ils seront toujours là, ils t'auront aidé, ils sont passionnés comme toi, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, leur dire rapidement qu'au bout de la ficelle, quel que soit le mode de traction, ils seront tout seuls, quoi. Voilà. Et les aider dans toutes les démarches qui ont été faites par nombreux des coachs qui sont là de préparation mentale. C'est pas leur dire on va faire tel truc parce que c'est la préparation mentale. On le leur dit pas, mais on les y amène progressivement. C'est qu'on va dire pourquoi les meilleurs ont cette sérénité au ponton, parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont cette sérénité. Non, parce qu'ils savent surtout par rapport aux conditions du jour et leur ressenti physique, ils sont capables de se fixer un objectif. Et de toute façon, ça ne les affecte pas parce qu'à un moment donné, il y a une bascule. Ils sont capables de se focaliser sur un objectif. Donc là, effectivement, sans parler de nous, Christophe, on a souvent fonctionné comme ça, c'est partager des expériences avec des sportifs qui les font rêver. Juste un exemple sur le ski nautique. Quand vous voyez en finale d'un mondial l'avant-dernier sauteur qui vient de réaliser un super truc, un Freddy Krueger, et qui a Lee Willin au ponton qui va jouer le titre, et le mec, ça n'empêche pas de lui tendre la main, de faire remonter le mec, et puis de discuter. Mais par contre, à partir du moment où il a mis les skis, à partir du moment où il est au bout de la ficelle, si je peux utiliser cette image, c'est dire aux jeunes, voilà, maintenant, c'est un combat avec toi-même. Voilà. Et exprime-toi. Et je pense que ça, c'est une bonne stratégie pour les aider, pour les rassurer et pour pouvoir envisager plus sereinement ce qui compte le plus. C'est une fois la performance, le tour passé, qu'il soit bon ou mauvais, la continuité dans le dialogue, l'écoute, la communication pour essayer de rebondir, quoi. On va dire voilà, bon, ben, aujourd'hui ça n'a pas marché, ça marchera la fois prochaine. Je t'écoute. Et si je rebondis un peu sur ton exemple avec Federer, et puis avec ce qui se passe à l'heure actuelle, avec l'Agence nationale du sport, la volonté de recentrer les moyens financiers humains sur la haute performance, le fait d'avoir de plus en plus de groupes qu'on peut voir dans tous les sports, hein, avec un athlète et puis son propre team autour de lui. Est-ce que tu penses qu'on va plutôt vers des équipes de France qui vont être composées de plein de petits groupes comme ça? Est-ce qu'il y aura plus de vie de groupe ou est-ce que tu privilégies quand même la vie de groupe dans un stage ou dans un championnat? Et puis, ma foi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est toujours cet esprit-là ou est-ce qu'on va plutôt vers quelque chose de plus individualiste avec des cellules un peu différentes? Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand la réunion sera terminée, je vais te rappeler en off et je vais te poser la question aussi pour avoir ton avis, quoi. Parce que tu es gentil, je te pose des questions, on n'a pas forcément de réponse. Non, mais je comprends. Il y a beaucoup de questions et par contre, l'idée, c'est de donner des éléments de contexte. Voilà. Aujourd'hui, voilà, le ministère des Sports évolue, l'agence va gérer la partie, ce qu'ils appellent haute performance. C'est des raisons économiques, c'est recentrer des projets sur une certaine élite, c'est-à-dire les catégories reines, l'Open, la partie mondiale, notamment les Jeux, parce que c'est un objectif. Bon, cette année, c'est une chose, mais ceux qui arriveront à Paris. Donc, en fait, il y a quoi c'est malheureux, ces modélisations, mais c'est une fusée, c'est un système pyramidal. Il y a les sports olympiques, il y a ceux qui peuvent faire les médailles, il y a les fédés olympiques, il y a les fédés qui ont les moyens. Et puis il y a nous. Bon, après, on se renie pas sur l'identité, ce que nous sommes, le fait que la Fédé puisse évoluer, notamment avec le TK, peut-être sur un sport olympique. Soyons lucides. Hein, je pense que ça prendra du temps. Cette discipline-là aussi a besoin de faire ses preuves, de s'organiser, de se développer. Bon, c'est pas le débat. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est un avis perso, hein, c'est qu'à un moment donné, ce type de haut niveau, parce qu'un enfant avait fait un championnat de France, il pouvait accéder. Donc là, on va aller vraiment sur des, comment dire, tu as appelé ça les dispositifs de la Fédé et ainsi de suite. C'est qu'ils ont accès à des listes au niveau. Les listes au niveau, elles sont faites à 2 étages. La vraie liste au niveau, c'est fait pour les élites, ceux qui font des médailles mondiales individuelles dans la catégorie Open ou un podium par équipe. Donc ça donne un certain statut pour 2 ans, des obligations et des avantages. Voilà. Sont listés également sportifs de haut niveau, les seniors qui ont fait un résultat niveau européen, voire des relèves. Voilà. Et là, on en a un peu plus parce que le résultat par équipe compte dans cette classification, même si j'aime pas ranger les gens dans des cases. Après, il y a une liste ministérielle qui n'est pas une liste de haut niveau, que sont les espoirs et les collectifs nationaux. Les espoirs, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle des performances remarquées par le DTN. On a un DTN qui n'est pas du Sérail, mais qui s'est beaucoup intéressé à la chose depuis 2013 qu'il est arrivé. Et je pense qu'en 8 ans, il connaît pas mal notre pays, notre paysage. Donc, à un moment donné, quand on a un enfant qui est champion de France et qu'ils étaient au moins 5 au départ, il peut être listé espoir, il est identifié. Donc, c'est une reconnaissance. C'est bien. Ça lui permet aussi, au niveau local, de justifier d'un statut, voire scolaire. Et là aussi, je vais mettre un petit info, les sportifs le savent, c'est qu'aujourd'hui, dans notre stratégie d'accompagnement et de suivi, je suis malgré tout pas seul, contrairement à ce que j'ai pu vous dire sur la partie technique, entraînement. C'est que j'ai des collègues qui m'aident, notamment sur les budgets, mais surtout là, en l'occurrence, sur le suivi socio-pro. Marianne Houdard, en l'occurrence, qui travaille un peu dans l'ombre, mais beaucoup de sportifs la contactent. Grâce à ce statut, ça leur permet d'avoir des aménagements horaires dans des dispositifs qui évoluent. Je pense que le tout sport-études, comme on l'a imaginé, était risqué. D'ailleurs, j'en suis la preuve, parce qu'à un moment donné, on lâche un enfant et il perd tous ses repères familiaux et éducatifs, voire même sportifs. Et si ça marche pas, on le renvoie à la maison et on est content du voyage, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les systèmes ont évolué. On essaie de trouver des solutions locales. Et là où je trouve que ça a évolué positivement, c'est que ce n'est pas une tare, contrairement à ce que j'ai pu ressentir moi. Alors, je me trompe peut-être, d'être un sportif. Je pense que c'est une plus-value dans une classe, dans un collège et un lycée, d'avoir un sportif. Et c'est aussi lui dire, ben voilà, t'es un sportif, t'as des valeurs, voilà, tiens-toi à carreau. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important dans les dispositifs qui existent et le statut du sportif. Du coup, Christophe, aide-moi sur le fil. Ouais. Par rapport à l'agence et tout, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que ce statut de sportif de haut niveau, il a été peut-être donné à trop de monde. On a laissé croire, à mon sens, à 14 ans, on fait pas du haut niveau. On accède vers le haut niveau. Voilà. Donc pour pas l'enlever, on a créé autre chose qui en fait s'appelle le très haut niveau ou la haute performance. Voilà. Et en plus, il faut être lucide par rapport à nos disciplines. Aujourd'hui, des enfants qui sont bien lotis au niveau familial, voire même financier, et c'est tant mieux, en leur donnant un peu de volume d'entraînement et de qualité d'encadrement, ils arrivent rapidement à un niveau national. Alors c'est bien. Maintenant, il y a une réalité, c'est que on voit que les volumes diminuent, ça peut inquiéter d'une part, voilà. Et de l'autre, c'est vraiment de regarder rapidement, vous entraîneurs, où se situent les standards internationaux, parce que c'est ça qui est intéressant. Pas pour brûler les étapes, mais c'est-à-dire, t'es champion de France, c'est bien, voilà, machin. C'est pas que ça vaut des clous, hein. Encore faut-il qu'il soit là et qu'il le fasse. Mais par contre, si tu veux monter en équipe de France, voilà où se situe le niveau international, le niveau de performance, le niveau de difficulté réalisé en wakeboard. Voilà. Et ça, ils le savent avec les nouveaux outils, là, ça va à 100 à l'heure avec les réseaux, les vidéos en ligne. Je pense qu'ils ont des repères et il faut qu'ils aient ces marqueurs-là. Bah, écoute, Seb, c'est super. Moi, je voulais vraiment que tu puisses vraiment nous faire ce que tu as fait d'ailleurs, hein, un petit état des lieux sur justement les nouveautés. Et en fait, c'était simplement pour mettre en avant aussi le fait que dans notre démarche du haut niveau, et je pense qu'elle était la mienne, et je pense que tu es aussi dans le même état d'esprit. Enfin, j'en suis quasiment convaincu que même s'il y a des cellules individuelles,
où l'athlète va s'entourer d'un super entraîneur, du meilleur préparateur mental qu'il estime, d'un suivi médical, etc. Nous, au niveau de la fédération, au niveau de l'encadrement des équipes, on veut quand même conserver cet esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gamin arrive sur un stage, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je le conçois avec les dispositifs que je pilote. Même s'il y a des cellules individuelles, quand on est en équipe quoi. C'est une autre cellule. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en collaboration avec l'entraîneur privé du gamin ou du grand, mais ça veut dire que c'est un autre fonctionnement, qui a d'autres objectifs entre guillemets. Et voilà. Moi, ma peur, c'est qu'on devienne un peu trop, enfin qu'on fasse un petit peu trop les choses à l'anglaise ou même parfois à l'américaine, où on se retrouve avec un groupe équipe de France avec 10 skieurs, 10 entraîneurs, 10 kinés, et avec ce manque de lien entre les gens. Voilà, c'était un peu vu que c'est un petit peu l'état d'esprit. J'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être, Seb, hein, mais c'est un peu l'état d'esprit du ministère à l'heure actuelle. Voilà. Le temps nous dira si on se trompe. Moi, je partage non seulement ta préoccupation et on aurait peut-être dû commencer par là. Après, nous, on a toujours été vigilants à partir du moment où, notamment un enfant, un ado, est sélectionné en équipe, que les choses soient, que ce principe d'équité, les conditions soient les mêmes pour tout le monde. Pour faire simple, et on le leur dit, à un moment donné, vous êtes à la table de l'équipe de France, tout le monde mange le même steak, quoi. Voilà. Et là, même si l'enjeu financier existe, parce que est-ce que les parents vont pouvoir donner les moyens de s'entraîner, à partir du moment où l'équipe de France, ça doit quelque part disparaître, parce que je pense qu'on a ce rôle, nous, de donner la chance à tous. Mais le défi n'est pas simple et les choses vont se compliquer pour plusieurs raisons. C'est que déjà, ce qu'il faut savoir que je découvre, c'est que j'ai quand même l'impression que alors il y a quelques spécialistes là qui pourront nous éclairer. Je pense à Hugo Charby, Lucas Manconi. J'ai quand même l'impression, pour l'avoir vécu notamment lors du premier Euro de TK à Toulouse, puisque mon collègue n'était pas disponible, j'avais été voir que il y a un championnat d'Europe. Moi, je fais du wakeboard, je vais m'inscrire. Non, c'est pas ça. Il y a quand même des règles. Voilà, à un moment donné, ils existent dans tous les sports et dans toutes les fédés. On peut en parler. Je pense que ça va pas nous aider ce soir. Voilà, les dispositifs, l'accès, les règlements, c'est attendu. On peut parler de comment on arrive à ces règlements-là, de leurs limites, de la façon dont c'est réfléchi. J'ai pas de problème là-dessus. Mais d'un autre côté, par rapport au ski, où là, on peut quand même plus facilement jauger parce qu'il y a des classements internationaux, Europe, monde et par catégorie, ce que j'appelle les standards. Il y a quand même des règles qui posent problème. Je vais juste vous donner, je suis pas un passionné des chiffres, mais on est quand même parti, si tu as la mémoire des années, Christophe, tu m'aideras, sur un championnat d'Europe cadet junior avec 22 gamins préqualifiés. On avait fait 100 bus, il avait fallu dépêcher 5 cadres. À un moment donné, on faisait plus du sport, quoi. C'était un stage de scout, et ce qui est malheureux, c'est que c'était au détriment des meilleurs, parce que c'était l'usine et qu'on pouvait pas bien s'occuper d'eux, et d'autres n'avaient pas le niveau international, ne devaient pas être là. Mais bon, la règle internationale, notamment à l'époque pour ce championnat d'Europe là, des Lyonnais les rendait éligibles, et on a voulu donner la chance à tout le monde. C'est pas pour ça que le filtre n'a pas existé, que sur les 22, il en reste plus que 3 ou 4. Et bon, ça c'est la réalité de la vie. Aujourd'hui, sachez que quand on regarde, qu'on essaie de se projeter, qui peut faire les médailles, parce que c'est ce qui nous est demandé. Je pense que tous les observateurs ont un petit pronostic en tête, et on a envie que ça gagne. Après, il y a ceux qui sont en devenir, qu'on se doit d'accompagner, parce qu'on ne devient pas champion du monde le premier jour où on arrive. Voilà, il faut de l'expérience, donc ils sont pas négligés. Voilà. Et à un moment donné, il y en a certains qui sont peut-être plus en fin de carrière, mais qui sont aussi importants dans la dynamique du collectif, dans le groupe, dans le partage d'expérience, dans le résultat par équipe. Mais il y a une réalité, c'est que pour les championnats d'Europe Open de ski nautique cette année, il y a 24 Français de préqualifiés. Et ça peut pas fonctionner, quoi. Parce qu'à un moment donné, notre rôle, c'est même pas la priorité n'est pas sportive malheureusement, mais elle est sur la gestion d'un budget et des individus. C'est-à-dire qu'on peut chiffrer
que partir une semaine pour faire un championnat d'Europe Open, pour un athlète, son déplacement, ses entraînements, son hébergement, l'encadrement qu'il faut derrière, ça a un coût. Donc, je vous laisse multiplier par 24. Mais le problème, c'est que dans ces 24, on a un jeune gamin qui vient d'avoir 13 ans en janvier, qui est brillant, qui fait 7500 points, et c'est très bien. Mais il n'a rien à faire dans le championnat d'Europe Open, pour plein de raisons. Parce que je pense que malgré tout, le surclassement peut être dangereux. Donc, il faut respecter et voir à la marge quel intérêt ça peut avoir de se surclasser. Voilà. Parce qu'un gamin de 13 ans n'a rien à faire avec des adultes de 30 ans. Et ça ne nous facilite pas la tâche. Voilà. Et puis, à côté de ça, bon, c'est lié au contexte où certains font défaut sur la ranking, notamment des pays de l'Est qui font beaucoup de la performance dans les championnats d'Europe, qui font peu de compétition, qui n'ont pas fait de résultats l'année dernière, et on se retrouve avec des personnes qui n'avaient pas fait de leur temps de junior des qualifications en équipe de France, qui se sont installés dans une vie active, professionnelle, et qui par plaisir de ski sont revenus pratiquer et qui se retrouvent qualifiables. Alors certes, ils sont 19e européens, et je vois pas pourquoi on les barrerait sur un championnat d'Europe parce qu'ils disent mais attendez, moi je suis éligible. Mais non, il y a quand même des règles à la Fédé, quoi. Voilà. Voilà. Il y a des règles toutes simples. On peut partir de la base. Ce qui est une licence, voilà, c'est de respecter un règlement. Et surtout, l'objectif, c'est pas seulement d'être sélectionné, c'est de partir là-bas pour être compétitif ou par rapport à un projet, quoi, un projet sportif qui tienne la route et qui ait du sens. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est attendu des sportifs, donc les disciplines normées, c'est des performances de qualif, mais aussi des effectifs pour qu'ils comprennent. Voilà. Partira sur des championnats, ce sont des équipes de 4 avec 2 ou 4 spécialistes suivant les championnats. Voilà. Est-ce que je me considère comme être parmi les 6 meilleurs européens pour être légitime d'aller au championnat d'Europe? C'est des questions qui doivent se poser. Voilà. Bien sûr. Après, je pense qu'on n'est pas méchant. On essaie d'accompagner, d'aider tout le monde et d'en amener le maximum, et c'est l'idée. Mais là où c'est dangereux, je terminerai là-dessus, c'est que à un moment donné, on a cette mauvaise casquette, bon, quelque part, qui peut être endossée par un sélectionneur, mais quelque part, il faut assumer aussi les choix, des points de vue. Hein. Moi, je me défile pas, mais c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une équipe de France à 2 vitesses? Et à mon sens, non. Soit on est appelé en équipe de France, on est tous traités pareil, soit il y a une équipe de France et puis il y a des sportifs qui ont fait des minima individuels ou qui peuvent s'inscrire sur un championnat d'Europe parce que les règles sont pas clairement définies et ils sont en autonomie. Voilà. Et ça, je suis pas pour parce qu'il n'y a pas de dynamique collective et c'est l'argent roi et à un moment donné, il faut calmer le jeu, quoi. Au moins avec les enfants. Voilà. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je vais rebondir sur l'avant-dernier thème qui va nous parler des dispositifs. Justement pour voir ce qui est un peu mis en place et puis qu'est-ce qu'on attend de ces dispositifs en fait. Comme ça, vous allez peut-être un peu plus comprendre la démarche. Alors, c'est vrai que quand on parle des jeunes en ski et en wake, on commence assez tôt en fait à leur proposer des choses, puisqu'il y a les As de la glisse et les Kids to King qui vont encadrer quand même des gamins de moins de 10 ans. Moins de 10, moins de 12 avec les détections. Et ça, c'est des stages, puisque moi, je suis à la tête de ce processus et puis de ces dispositifs qui vont tout à fait dans le sens de ce que tu expliquais, Seb. C'est-à-dire que il y a un moment où on attend de l'athlète qu'il soit performant, qu'il soit dans la haute perf, et puis il y a un moment où on va peut-être un peu plus le former et lui donner un peu plus la chance de comprendre vers quoi il va et qu'est-ce que ça implique. En termes d'efforts, en termes parfois de sacrifices. Hein. Et c'est vrai que des petits concours comme les As de la glisse ou le Kids to King, c'est quand même le premier accès au chemin du haut niveau entre guillemets, puisqu'on en est encore loin. Mais c'est vraiment peut-être déceler les athlètes et les parents qui sont capables de pouvoir s'investir dans ce genre de projet, quoi. Parce qu'un athlète seul, même s'il en a envie, s'il n'est pas accompagné par des parents, par un bon entraîneur et par un staff, il a peu de chances d'y arriver. Donc le but des As de la glisse et des Kids to King, c'est un peu de leur ouvrir les yeux sur ce nouveau monde. Et puis nous, après, en ski nautique, alors je sais plus si en wake, peut-être que je me trompe, hein, mais je crois qu'on arrive directement après dans les catégories
des premières catégories qui vont participer au championnat de référence d'Europe etc. En ski nautique, on a cet échelon de moins de 12 ans qui s'appelle le détection. Et alors, le mot est peut-être pas forcément le mieux choisi parce qu'on n'est plus à la détection, on est déjà sur des gamins qui ont un double projet, qui vont à l'école, mais aussi qui ont un gros projet dans le ski et qui ont déjà fait des choix pour leurs vacances, des choix par rapport à leur sortie, etc., etc. Et les parents ont aussi fait des choix, souvent financiers, pour les accompagner. Et c'est pas facile du tout. Alors, le but, c'est vrai, de ces stages détection, en tout cas de mon côté, c'est vraiment de leur éviter un peu les pièges du haut niveau. Et on en parlait tout à l'heure, Seb, tu en parlais très bien, de ces jeunes qu'on voit arriver à 15, 16, 17 ans qui sont déjà capables de faire des trucs incroyables, mais qui sont déjà usés et déjà bousillés physiquement, quoi. Et le but de ces stages-là, c'est vraiment de dire aux gamins et surtout aux parents, attention, le haut niveau, c'est pas sur 5 ans que ça se fait. Le niveau, c'est 10 minimum, c'est 10 années minimum où il va falloir monter en progression, il va falloir monter en puissance, et ça prend du temps et ça se programme. Et c'est pas en enquillant 3 années à 10 tours de ski par jour, si on est capable de le faire, qu'on va y arriver. On va peut-être arriver à un niveau plus vite, à un très bon niveau de junior, même probablement l'un des meilleurs au monde. Mais si c'est pour après se casser la gueule et plus rien faire en open, on en a vu plein des riders et des skieurs comme ça. Donc c'est un peu le but de ces stages. Donc de les familiariser avec cette programmation, avec ces choix, avec cette orientation, et puis le fait qu'ils vont devoir, les skieurs vont donner, mais les parents et l'accompagnement va devoir donner aussi. Puis après, il y a les groupes nationaux, hein, c'est toujours pareil, U14, U17, U21, où là, c'est vrai qu'on emmène des gamins sur des compétitions et des stages de plus haut niveau, où déjà on parle, alors c'est peut-être pas encore de la haute performance, mais c'est déjà du haut niveau pour certains. Et il y a déjà des enjeux, donc les skieurs apprennent à gérer les enjeux en fait. Tu es d'accord avec moi, Sam? Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, juste pour info, sous contrôle des spécialistes. D'ailleurs, ils ont fait évoluer les catégories d'âge sur le wakeboard, puisque ça passe U14, U18, quoi. C'est un peu plus logique. Mais en même temps, ce qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, notamment en France, les meilleurs riders, ils ont moins de 18 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils concourent dans leur catégorie ou on les considère déjà open? Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est un autre débat, mais ça confirme quand même que toutes ces disciplines accro, freestyle, c'est des maturités précoces avec les risques et les enjeux peut-être de carrière plus courte et d'appréhender différemment la chose. Par contre, il y a une chose qui est plus, dont il vaut mieux sourire, hein, et puis j'y suis pas parce que je vous dis, ma fille n'a que 8 ans, je sais pas si elle pourra du sport de haut niveau. Moi, je veux garder ma place de père. Après, j'essaie de l'accompagner. Et à un moment donné, bien sûr que je regarde si c'est fiable, si ça correspond à mes valeurs, voilà, si je peux confier la responsabilité de mon enfant. Mais c'est son sport avec son environnement sportif. Mais c'est toujours le long débat de fond. Faut-il accompagner les skieurs ou les parents? Et au-delà du fait que certains entraîneurs soient des parents aussi, je pense que la demande, elle est principalement là, quoi. On peut ne pas être d'accord avec une posture, une façon d'appréhender les choses de certains parents, mais c'est même pas le débat, quoi. Il n'y a pas de jugement à apporter. Je pense qu'il faut avoir conscience que ce n'est pas facile. Ils essaient tant bien que mal parfois c'est souvent des sacrifices et même de famille, et ils essaient d'accompagner, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les personnes ressources pour le faire. Voilà. Donc, pas dire que parce que vous êtes là ce soir, vous êtes tous bons avec des bonnes intentions, mais attention, quoi, de pas se faire piéger et de pas envoyer l'enfant dans une mauvaise direction. Et pour le coup, ça devient une posture difficile quand un enfant est motivé pour faire du haut niveau, de savoir rester à sa place dans le quotidien et savoir comment accompagner sur les championnats. Voilà, là on s'est battu, le contexte est un peu tendu au-delà de ces histoires de pandémie, on va dire, mais
d'actualité. Le sport est impacté par les phénomènes de société. Quand vous dites on a un rôle d'éducateur, c'est avant tout une responsabilité d'avoir des enfants. Je pense qu'on y est vigilant. On garde en tête que, du moins c'est comme ça que je fonctionne. Quand il y a c'est pas que c'est compliqué, hein, la plupart du temps tout se passe bien et tout, mais voilà, quand il y en a beaucoup, que c'est pas des enfants que l'on connaît quand on les encadre, bon, mais c'est une responsabilité, c'est une préoccupation. Il faut pas manquer de discernement. Donc à un moment donné, pour prendre les bonnes décisions, se dire si c'était mon enfant, je ferais quoi. Donc souvent dans notre ce que l'on doit faire, c'est avant tout c'est ça, c'est fixer un cadre, accompagner, et après on arrive petit à petit à parler de sport. Voilà. Et je pense que on arrivera à évoluer si on a ces échanges avec les parents, et globalement c'est plutôt positif à ce niveau-là parce que tu l'as fait, Christophe. Tous les intervenants avec qui on a pu travailler le font aussi, ils ont cette fibre, et c'est pour ça qu'il y a un modèle français qui mérite d'être défendu. Voilà. Maintenant, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs, ils sont pas entre les deux. Ils veulent que ça marche. Je comprends leur problème, c'est qu'ils aimeraient avoir plus les enfants, c'est pas possible, le temps, les moyens, ainsi de suite. La Fédé demande ça, les parents. Je sais que c'est très compliqué. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si on parle des enfants et l'accès au niveau, on a tous une histoire, on est passé par une structure, il y a un moniteur de club. On garde un lien affectif avec cette personne, un OP sur un câble et ainsi de suite. Et ça, il faut pas l'enlever à nos enfants, et ça n'a jamais été notre démarche. Parce que pouvoir dire à un enfant, tu t'es entraîné avec machin, et c'était très bien, c'est ton papa qui t'a piloté et tout, à un moment donné, peut-être que tu peux aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas l'éloigner de quelqu'un. Même si je comprends que ce soit un secteur concurrentiel au niveau commercial entre les uns et les autres, mais je pense que la qualité d'un entraîneur, elle se fait là, sur son intelligence, à un moment donné, savoir lâcher. C'est cette idée d'autonomie, de responsabilisation. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré des athlètes qui sont dans le partage, l'échange, créer les conditions d'un climat de confiance pour qu'ils puissent un peu dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils souhaitent faire, voilà, pour comprendre, voilà, et pouvoir échanger et accepter à un moment donné, ben, non seulement qu'ils puissent faire des erreurs, leur dire que c'est normal, donc quelque part les rassurer, parce qu'à un moment donné, s'ils bougent, ils vont voir quelqu'un d'autre si ça marche pas. Là, c'est le désert et c'est l'abandon, et c'est un drame pour tout le monde. D'abord pour le sportif, voir les parents, pour nous aussi, et c'est dommage. On ne fera pas de tous des grands champions. À un moment donné, c'est que on retient que le positif. C'était une expérience de vie, et c'est ça le sport. Et tant mieux s'ils réussissent. Donc vraiment, l'idée, on l'a dit au début, c'est un sport individuel, c'est se fixer des objectifs individuels, et dès le plus jeune âge, ils en sont capables, mais de les rendre lucides. Tu veux faire ça, très bien. Tu vas réussir le triple saut périlleux machin. On va bosser pour y arriver. Par contre, est-ce que ça sera dans un programme d'un championnat? Non. Il y a une intelligence tactique. Il y a quand même des règles qui doivent rester. On n'aura pas le temps de vous parler de tout, mais à un moment donné, il y a un côté scolaire qui est nécessaire. Vous parlez de cette préparation physique, il faut que ce soit des sportifs toniques et tout. C'est un des principes de base de nos disciplines. Et à un moment donné, c'est aussi leur dire, voilà, tu as ton agenda scolaire, tu vas pas le regarder pour le soir, mais malgré tout, on va regarder. Si tu t'engages, au moins pour l'année à venir, tu vas t'entraîner tant. On va mettre aussi tes week-ends avec tes copains, ta sortie. Voilà, mais il faut qu'ils aient un visuel. Il faut leur donner des repères. Ça me semble indispensable, et ne pas avoir peur de les lâcher, parce qu'on est capable de leur dire, malgré tout, on sera là pour discuter. Tout le monde ne peut pas les réussir, mais au moins fixe-toi tes objectifs par rapport à toi-même. Donc en fait, avant d'entrer en équipe de France, on va demander à un sportif, c'est quoi ton rêve? C'est une, c'est une très belle conclusion, Seb, sur notre session d'aujourd'hui. Je trouve que tes derniers mots étaient pile poil dans le ton. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'informations. Et moi, je voudrais peut-être clôturer cette session avec une dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Mais je voudrais savoir, puisque j'ai pas d'autres questions à propos du sujet, je voudrais savoir quel est ton meilleur souvenir dans le ski. Si tu en as un qui te vient comme ça à l'esprit. C'est Ouais, bon une, après,
Je suis pas un guerrier de la compétition. Et mon palmarès, quel qu'il soit, j'ai jamais été champion du monde. C'est peut-être pour ça que je suis pas arrivé parce que c'était pas mon objectif. Par contre, je me disais, putain, mais comment ils font pour sauter 60 mètres? Donc ça, c'était des marqueurs pour moi. Et puis après, se dire comment on peut faire un peu plus. Et puis, en fait, réaliser que tu le fais, bon, avec un parcours, chacun a son parcours, des difficultés, des remises en question, des blessures qui permettent de franchir un cap ou de laisser tomber. Mais finalement, ce qui me reste, c'est les moments heureux. C'est ce que vous disiez, à la fin, on retient que le bon. Et c'est les victoires par équipe, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Ouais. Ce côté groupe, parce que j'ai toujours aimé fonctionner comme ça dans les choix que j'ai faits pour m'entraîner avec qui, avec quel sportif, avec quel entraîneur. Voilà, c'est de vivre une aventure collective et c'est ce qui me reste. C'est ces moments de joie partagés. Au-delà, après, je peux comprendre. Hein, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont été champions du monde. C'est encore plus de sacrifices que je n'ai peut-être pas su faire. Gagner une fois, c'est beau, j'imagine. J'ai beaucoup de respect pour ça, je le répète. Réitérer cette gagne, ça me paraît quelque chose d'assez exceptionnel. Mais là aussi, on va pas y passer la nuit. Et il faut avoir conscience aussi que parfois, ces grands sportifs, ceux qui atteignent cette dimension que je n'ai pas connue, ils se sont construits aussi parfois sur des Roman, sur des parcours de vie avec des accidents qui ont fait qu'ils ont eu cette résilience, cette volonté, quoi. Donc moi, je me satisfais d'avoir eu quelque part un parcours un peu linéaire et plutôt heureux. J'ai pas de regrets de pas avoir fait plus ou moins. Ouais, il y a un mélange de connexion du Voilà. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a monopolisé les débats et de ce que j'avais vu par le passé, il y avait un petit peu plus d'échanges. Moi, je veux bien rester un petit moment avec ceux qui le souhaitent pour discuter ou trouver le moyen pour faire durer tes coach corner du Duche, de pouvoir poser des questions par la suite. Après, je l'ai toujours dit, j'essaie de me rendre disponible au maximum. J'ai donné mon numéro de téléphone, mon mail, et au contraire, appelez-moi. Les gens bien font le petit texto maintenant. Est-ce qu'on peut discuter un moment? Ce sera avec plaisir. Voilà. Et merci à tous d'être là. Ça fait plaisir de moins se sentir seul. Ça nous aide à tous. On a perdu notre modérateur. Je pense que sa fille a capté la connexion pour mettre sa super série. Ouais, je vois des bons sourires, ça fait plaisir. Je vais mettre la vidéo aussi. Duduche? Non, il est pas là. Tu viens plus aux soirées? C'est dommage parce que c'est lui qui faisait l'enregistrement. Ouais, mais je crois qu'il lance pour 1 heure et au bout d'un certain temps, ça a coupé. Ah, ok. Voilà. Il faut prendre soin de nos petits quand on a des familles et puis de nos petits sportifs. Bah, c'est quand même compliqué de tenir les jeunes dans le sport quand ils n'ont pas la proximité du lac. Il y a quand même beaucoup de facteurs dans ce sport qui facilitent pas les choses. Ouais. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Hein. C'est un côté exceptionnel, un côté sport mécanique. Hein. Voilà. Maintenant, il faut leur faire prendre conscience de ça. Quand ils sont derrière le bateau, bah oui, il faut pas le négliger. Le paradoxe, c'est que malgré tout, il faut garder du jeu derrière le bateau. Il faut qu'ils puissent y passer du temps et pas faire à tout prix, chercher la bouée de plus, le mettre tout le temps. Donc, créer des petits challenges, voilà, parce que ça sert. Après, plus ils vont passer de temps sur l'eau à se rattraper de situations, ça les aidera. Mais petit à petit, ouais, c'est leur faire intégrer que ça évolue, notamment la technologie aujourd'hui. Il faut qu'ils s'intéressent à ça, comment ça fonctionne, un zéro off, c'est quoi un sportif, ça se prépare, c'est dans quel intérêt. Voilà, je regarde ma vidéo, donc ils font de l'imagerie mentale sans le savoir. Ouais. Régler son ski. Ouais, régler son ski. Tout ce qui nous passionne à nous, qui sommes passionnés de ces sports-là. Ouais. Et du coup, Seb, moi j'avais une question. Oui.
quand moi j'ai pas mal de gamins qui vont plutôt bien et qui ont une très très bonne énergie pour la compétition. Et tu vois, cette année, on va vraiment mettre l'accent là-dessus, notamment pour les championnats de France qui se déroulent fin août. Et du coup, comme programme d'entraînement, qu'est-ce que tu pourrais suggérer en termes de volume et de qualité d'entraînement? Là, c'est une question assez vague, hein. Déjà, j'ai envie de te dire de s'appuyer sur une planif, un calendrier. Même avec des enfants jeunes, on peut, voilà, on est le 1er avril, tu as ciblé les championnats de France, tu peux même éventuellement mettre septembre. Voilà, ça fait 5 ou 6 colonnes. Et voilà, et on positionne là les jours où ils vont s'entraîner. Sur une planif, tu as des dates qui sont figées. C'est vos championnats de France. Vous avez le lieu, la date. Donc, c'est ce que vous décidez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour bien se préparer à ça? On va imaginer une petite compétition avant pour aller se jauger un peu. Donc, elle est où? Elle est à quelle date? Donc, à partir de là, s'il y a compète, le lendemain, on considère qu'on va faire autre chose pour changer les idées, pour récupérer. Donc, on fait des cases vertes, un peu soft. On fait des cases orange à rouge. Voilà, il faut du visuel. Voilà, et on va essayer de le construire. Voilà. Et puis, on va y mettre aussi, voilà, cette histoire de volume d'entraînement où on va dire, voilà, on peut pas s'entraîner tous les jours et faire trois rides par jour et ça n'a pas d'intérêt. Duduche, on a vu que tu avais une coupure Internet. Du coup, on échange un peu en off, là, s'il y a des questions. Tu m'entends? Ouais, mais de toute façon, c'était la fin, là, mais j'ai une coupure d'Internet. Mais tu peux au moins, si ça marche, si t'entends, dire un petit au revoir et merci à tout le monde. Voilà, j'espère que oui. Si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai eu un problème technique, rupture d'Internet chez moi. Donc voilà, je vous laisse entre de bonnes mains puisque de toute façon, Seb était là pour clôturer la session. Et puis, il est 20h10, donc de toute façon, on devait s'arrêter. Je vous donne tous rendez-vous à la prochaine session et je suis vraiment désolé que ça s'arrête comme ça, mais là, c'est malgré moi. Ouais. Voilà, je vous laisse avec Seb, si Seb, tu veux rajouter un dernier petit mot. Non, je vais te lancer un défi. C'est que ça continue. Je sais que tu fais ce qu'il faut pour, mais d'arriver à trouver le bon créneau sur des moments faciles malgré l'été et l'activité qui va reprendre, je l'espère, et que ce soit plus des débats ouverts où on puisse venir poser. On n'expliquera pas tout, mais je pense qu'il y a des attentes et voilà. Aujourd'hui, assumer voilà cette expérience qu'on a eue en équipe, la fonction que l'on a, de pouvoir apporter des éléments de réponse. Voilà, et faire évoluer le format qu'au-delà des coach corner. Après, si les gens ont envie de poser des questions, tu puisses centraliser ça et qu'on puisse t'aider à le faire. Tu feras des petites vidéos cet été sur les petites recettes de cuisine. Avec plaisir. Bon. J'essaie de donner le max. Je t'embrasse. On se rappellera nous pour le boulot et puis on termine. Ouais. Ça marche? Merci beaucoup, Seb. Bis Duduche. À très bientôt. À bientôt. Ouais, du coup, Pierre, je t'ai coupé quoi. Sur la planif, je pense que ça peut être vraiment un outil beaucoup physique, tu vois, concret sur une page. Sans tomber dans le scolaire, je pense qu'ils lâchent les cahiers, à un moment donné, ils n'ont pas envie. Alors, ça peut se faire via le téléphone ou autre, mais leur expliquer que, voilà, à un moment donné, et c'est super, parce que si tu as une dynamique collective et qu'à un moment donné, tu vas à un groupe au championnat de France, voilà, il y a la petite pression qui va monter, c'est ça qu'ils vont apprendre. Quand ils vont être au ponton, et toi aussi, tu vas être à côté, et dire, bon, ben voilà, on a bossé, on le construit depuis le 1er avril, il faut que ça marche. Voilà. Ouais. Par contre, là, c'est plus un conseil, c'est que entre voilà un enfant, il va prendre un saut périlleux, il dit ça y est, je vais pouvoir le montrer aux copains, j'en suis quoi, j'en fais partie. Je pense à ton fils Christelle, les réseaux sociaux aidant, tu vois, voilà. Bien sûr, il va avoir envie de le mettre dans son parcours à la première compétition et tout. À un moment donné, il faut avoir ce côté tactique. Alors pas le lui imposer, mais le lui dire. Écoute, tu vas faire un championnat de France. Logique après, c'est d'aller au championnat d'Europe, donc il faut faire des points. On va être un peu rusé aussi parce que c'est ça le sport, quoi. Donc on va faire des choses faciles, on se qualifie, il n'y a pas trop de concurrence, voilà. Et puis tant mieux, ça va monter crescendo. Et puis il pourra tenter son saut périlleux dans la manche de finale, dans la figure, il la pose, le bras levé, on a gagné, quoi.
non seulement était bon, et on diminue ce risque d'échec qui est quand même un peu traumatisant. Même si on a prévu, de dire, écoute, c'est très difficile de dire, on n'a pas le droit de dire à un enfant, tu sais, ça peut pas marcher. Ça n'existe pas. Sinon, c'est que même nous, on n'y croit pas, quoi. Voilà. Alors, en fait, on est là après pour éponger. Dit oui, je te l'ai pas dit, mais de toute façon, s'il n'y a pas de 100%, s'il y avait une méthode qui marchait à 100%, tout le monde l'appliquait, il y aurait plus de compète, quoi. Voilà. Moi, je voulais Le dialogue. Ouais, je voulais te remercier beaucoup, Seb, pour toutes ces infos. Je trouve super. Et nous, en tant que parents et aussi en rôle d'entraîneur, c'est toujours été difficile le choix. Et on s'est mis un peu à skier pour faire plaisir, tu vois, et faire un moment de famille. Et puis la compétition est venue. Et je pense, et j'étais ravie d'entendre ça de ta part, c'est que ça doit être un jeu, en fait. Et le résultat, il vient par rapport au jeu, mais pas regarder le résultat. Et je pense que ça, c'est la priorité et on le voit aussi, je le vois avec beaucoup d'enfants, ils se mettent tellement la pression pour le résultat qu'à la fin, ils en perdent leurs possibilités, quoi. Et je trouve ça malheureux, en fait. Ouais. D'accord. Il y a des moments qui sont pas faciles, hein. On a tous fait un peu de sport, voire de compétition. Il y a des jours où on n'a pas envie, il fait pas beau et tout, on traîne les pieds. Bon, on a pris un engagement à la limite avec soi-même, on se donne des coups de pied aux fesses et c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on voit être professionnel, c'est un état d'esprit, hein. C'est pas un statut. Voilà. Mais vraiment, c'est pas le rôle le plus facile. Il paraît que c'est le métier le plus difficile du monde d'être parent, mais de rassurer parce qu'après il y a tout qui se mélange, l'adolescence, des choix et tout. C'est pas simple, hein. J'en ai conscience. Voilà, pour partager une anecdote là, puisqu'on est un peu en off, c'est que c'était avec ma fille qui devait faire un truc, comprendre qu'on jetait une poche de plastique qui allait dans la mer, qui décomposait, le poisson le mangeait, qu'on finissait par nous manger du plastique. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'attendais, elle dit, ben oui, on va mettre dans la poubelle. Elle dit, non, mais on va éduquer les poissons. Je dis, ouais, j'ai compris. Je vois la philosophie des jeunes aujourd'hui. Donc, en fait, mon métier, c'est d'éduquer les parents. Et j'ai trouvé ça, mais d'un aplomb, mais tellement vrai. On va expliquer qu'il ne faut pas manger le plastique. C'était plutôt drôle. Voilà. Ouais. Après, c'est du courage et c'est vrai, hein, c'est des choix, quoi. Donc, bien sûr que parfois, je vous le dis, la position de certains parents m'interpelle quand je vois des gamins malheureux, surtout quand je sens qu'ils ont cette pression. Je peux pas leur en vouloir parce que je comprends qu'ils ont fait des choix de famille, voire des sacrifices, et qu'ils sont un peu démunis, quoi. Ouais. Et c'est là que ça dépasse votre rôle d'encadrant, d'entraîneur, d'éducateur sportif, quoi. Des fois, il faut être zen, faut prendre sur soi. Voilà. Et les enfants, à un moment donné, il faut que ça vienne d'eux, quoi. Et je pense que certains qui étaient très doués très jeunes ont aussi abandonné parce que ils ont compris que pour s'émanciper, ils devaient faire autre chose, sinon ils auraient toujours leurs parents sur le dos pour dire mais échauffe-toi, tu t'entraînes pas assez, c'est nul ce que tu as fait. Mais bon, écoute, ça va être simple. J'ai peut-être tout gagné chez les jeunes, mais je vais arrêter, comme ça je pourrais avoir des copines ou des copains et je les aurais pas sur le dos. Et ça, c'est dommage parce qu'après c'est des enfants qu'on revoit. Donc, si c'est pour des choix de professionnels, orientation scolaire, pas de souci. Mais ouais, il y a un goût d'inachevé dans certains. Des merdes, j'étais quand même à un niveau, j'aurais pu essayer de. Ouais, c'est comme ça. Ouais, petite question encore. Comment tu vois le lien entraîneur et entraîneur des équipes de France pour toi? C'est deux mondes différents. Il y a un énorme échange. C'est comment? Des entraîneurs qui sont certains, c'est ce que je souhaite, hein, d'autres moins, certains sont présents, d'autres pas, c'est vraiment à la carte. Et puis je vous dis, moi je suis pas entraîneur, quoi. J'endosse cette casquette parce qu'à un moment donné ils sont seuls, que oui j'ai cette fibre, même sur des disciplines comme le wake où je suis pas un spécialiste, j'en ai pratiqué un peu mais j'ai vu évoluer la discipline, je peux malgré tout avoir un avis, donc je vais essayer d'aider, quoi. Donc c'est pour ça que ça me pose aucun problème d'ego de me dire non, je suis pas l'entraîneur, ton entraîneur est à la maison, et je leur dis souvent tu l'as appelé
quand je sais que c'est pas fait. Parce que si j'ai posé une question, on fait quel parcours, tu vois ton run comment, tu vas faire quel truc. Quelque part, bon, je peux me tromper, mais j'ai quand même vu, je vois le niveau, je vois les risques, j'essaie de fixer un objectif, je l'impose pas, mais je veux que ça vienne du sportif. Et vous seriez surpris, moi le premier, quand on part avec des groupes, plus on avance, plus c'est compliqué, c'est des choix stratégiques, donc ça préoccupe, on se réveille la nuit et tout, en disant le matin, bon, on va voir les conditions, l'option 1 ou l'option 2, on fait ça. Mais du nombre d'enfants qui disent finalement, j'ai réfléchi, ouais, le saut périlleux, je le mettrai à la fin, machin, quoi, tu vois, ou le truc, on est ce module, je vais juste passer dessus, mais par contre, mon truc, je le réserve, mon spécial, là, je vais tout casser, quoi. Et là, c'est banco, quoi, c'est gagné pour moi, quoi. Donc après, c'est beaucoup plus facile de dire, bon, ça peut ne pas marcher, mais il y a moins de risques. Et au moins, il y avait une vraie stratégie. Ouais. Ok, merci bien. Donc, en fait, quand tu regroupes tes jeunes en équipe, en fait, c'est pour leur faire passer un moment ensemble et leur donner une motivation collective et vraiment leur montrer, voilà, on est une équipe, on est ensemble et. Je pense que ça sert, ouais. Ça sert de levier pour qu'il y ait une dynamique collective. Voilà. Et alors certains le vivent pas très bien parce que voilà, quand on est un peu individualiste, égoïste, il y a toujours peur du complot et compagnie. Mais ça leur sert au-delà du sport, je pense qu'ils apprennent. Donc genre, on revient toujours à cette idée que. Je t'ai perdu, on n'avait plus de réseau, je t'avais plus en réseau. Ouais. On n'a rien entendu. Je ne perds pas de vue que s'il fallait donner un point de départ, c'est vraiment chercher à créer de l'autonomie. Et s'il fallait donner un point d'arrivée, ça serait leur dire, à la fin, ne t'inquiète pas. De toute façon, quoi qu'il fasse, qu'il vente, si quelqu'un t'embête au ponton, si tu as la pression, si tu te sens bien, au moment où tu vas descendre dans l'eau, focus sur une image. La corde va se mettre en tension et tu gardes que ça. Plus c'est compliqué, plus il faut faire simple. Et ça, c'est un problème chez les jeunes et c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'ils font des choses et ils les font bien l'entraînement. Et quand ils arrivent en compète, ils veulent prendre en compte tous les paramètres. Le vent, les modules qu'ils connaissent pas, le truc, ainsi de suite. Non. Et ça, c'est une stratégie que j'ai pu voir et je pense qu'il fonctionne. C'est-à-dire, plus c'est compliqué, on se fixe sur un objectif positif. Et c'est pas parce que c'est une compétition qu'on va empiler les objectifs et qu'on va en changer. Voilà. Vous pouvez dire, demain, c'est jeudi, on va s'entraîner et vendredi, samedi à la compète. OK? On écrit sur un papier, un bout de papier ou le téléphone, un objectif positif par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a marché, je le garde. Donc, je le ferai demain. Le lendemain, il y a tempête, il peut pas skier. Le surlendemain aussi. Il arrive à la compète. Ah, mais j'ai pas mes jours de moment. Non. Compète ou pas, tu gardes ton objectif positif et tu ne fonctionnes que là-dessus, quoi. Voilà. Construire sur de la sérénité. Et ça booste la confiance. Et s'il fallait choisir une chose pour un sportif qui réussit, une condition, enfin une chose très importante, ça me semble être ça, quoi. C'est la confiance en soi, quoi. Écoute, frérot, puis au pèse, ça fait pas de mal, hein, des fois. Hein. Tu en un peu de compagnie, mais on est, ouais. C'est aller sur les points forts à la fin. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Je sais pas si vous avez dîné, vous voulez qu'on arrête là. Après, je vous écoute si une question ou autre. Voilà, Pierre, tranquille. Ouais. Non, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. J'espère que la prochaine fois, on pourra un peu plus converser avec les autres coachs parce que c'est toujours intéressant d'échanger nos expériences. Et moi, j'adore cette idée. Et, pourvu que ça continue. Voilà, merci beaucoup. Faut le dire à Dudu, faut l'encourager et ramener du monde. Ouais. Je lui dirai. La même chose pour nous. C'est vraiment un plaisir de vous entendre à chaque fois et vraiment c'est chouette. Merci encore. Merci. Merci. Peut-être que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Exactement. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. À une prochaine. Et une prochaine avec grand plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.